Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Voilà, vous êtes sur Espace TV. Antoine Kourman vient d'écouter ces témoignages de Mamadou Diallo alias El Hadj, qui apparemment a été conduit par une ambition démesurée. Ouais. Parce que pour un départ, ils ont reçu $100 000, ce qui fait, je crois, 900 millions de francs guinéens. Ouais. Ils ont voulu encore une nouvelle rançon. Ouais. Après avoir reçu la première, ils ont voulu une deuxième rançon. Ce qui a fait qu'ils ont non seulement fait du chantage à la famille, et par après le vieux, comme on l'a constaté, est décédé entre leurs mains. Donc ils ont pris la fuite et on a constaté que la gendarmerie a mis tous les moyens nécessaires à la disposition des agents pour les retrouver. La question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'après un tel enlèvement, qu'on mette tous les moyens nécessaires pour retrouver non seulement quelques ravisseurs, ont réussi à avoir la tombe dans laquelle le vieux a été enterré et qu'on n'en fasse pas autant pour d'autres cas qui ont été faits dans ce pays. Moi, c'est important tout de même que le haut commandement parfois en fasse de même pour la plupart des cas de crimes, d'enlèvement et autres, cas atroces auxquels on assiste dans ce pays. Ce serait bien pour les différentes familles. Aujourd'hui, la famille Diallo se trouve dans une situation assez abominable parce qu'hier j'ai causé avec le fils qui... apparemment, je ne dirais pas qu'il est soulagé, mais il est un peu soulagé parce qu'enfin, on a retrouvé son père. Aujourd'hui, beaucoup se rendent dans la famille pour les condoléances d'usage, ce qui pour moi est rassurant. Mais c'est important tout de même que l'État fasse en sorte que pour des cas de ce genre-là, qu'on élucide afin que les différentes familles sachent comment faire les deuils. Justement. Alors, Mohamed, l'après, c'est ce qui est difficile à gérer. C'est très compliqué. Mais avant ça, il y a deux choses quand même que j'aimerais relever. D'abord, il n'y a pas de mort naturelle qui tienne. À partir du moment où le vieil homme, on dit qu'il était diabétique, les conditions de détention, certainement, ne respectaient pas du tout cet état-là. Parce que ce sont des gens, on le sait, ils ont besoin d'un régime alimentaire particulier, ils ont besoin de soins au quotidien. Ils ont laissé son état de santé se dégrader, il en est mort. C'est clair qu'ils l'ont assassiné parce qu'ils l'ont enlevé, ils l'ont emmené quelque part. Ça, c'est un premier niveau. L'autre côté, j'aimerais m'adresser quand même au nouveau procureur général. Hier, j'ai écouté attentivement le colonel Barry sur nos antennes. La question lui a été posée par rapport au cas Chérif Diallo. Et il nous a fait comprendre qu'en réalité, le dossier, que la gendarmerie a été dessaisie du dossier. Ce qui peut expliquer pourquoi il n'y a pas encore d'avancée majeure sur ce dossier-là. J'aimerais vous rappeler, concernant le corps qui nous avait été présenté dans un premier temps, on a demandé que ce corps-là soit étudié, qu'il y ait des prélèvements. Qu'est-ce qui nous avait été dit? Que le corps était déjà en putréfaction avancée, qu'on ne pouvait pas le faire techniquement. Or, dans le cas actuel, je rappelle qu'il s'agit là d'un corps qui a fait déjà plusieurs mois. Donc, je veux simplement attirer l'attention de chacun là-dessus. Dans le cas Chérif Diallo, je ne veux pas penser au pire, mais je veux dire au procureur qu'on vient de démontrer qu'il est bel et bien possible en Guinée de savoir exactement qui repose dans quelle fosse. La justice a l'obligation, dans ce cas précis, de faire la lumière. Si le procureur et les magistrats instructeurs qui étaient sur le dossier sont montrés insuffisants, le cas El Hadj Doura, moi, me redonne espoir. Il faut demander à la gendarmerie d'investiguer de nouveau et de continuer à chercher. Parce que dans le cas de Chérif Diallo, on se rappelle des objets qui ont été retirés. Il y avait pas mal d'indices. En sorte que nous-mêmes, ses collaborateurs, mais on continue de vivre traumatisés. Donc, c'est possible qu'on sache ce qui s'est passé. La justice guinéenne, et en tout cas la gendarmerie vient de prouver que c'est possible. Il appartient désormais au nouveau procureur qui a été nommé de nous prouver qu'il n'est pas venu simplement, lui, comme on le dit, pour arrêter les pagailleurs, mais d'abord pour élucider les crimes qui n'ont pas été élucidés dans notre pays. Voilà, Mohamed Mara, allez-y Tamba. Au-delà des questions que Mohamed Mara est en train de poser, il y a deux autres observations que moi j'aimerais faire. On a écouté le cerveau de cette histoire, d'enlèvement. Mais en l'écoutant, vous avez bien les ramifications qu'il y a autour. Toute une palette d'acteurs que l'on retrouve désormais. Certains qui sont receleurs, qui ont reçu de l'argent pour ceci, ils vous les gardez, ensuite on va... En clair,
il y a toute une série d'acteurs qui étaient au courant de cet enlèvement-là. Je suis d'accord. Le prochain travail, ce sera justement de pouvoir leur mettre la main dessus. Ouais. Il y a des noms, il y a même des lieux, on l'a entendu, et ça se passe même très très loin, au-delà de nos frontières, il faut le faire. Bien. De l'autre côté, j'espère, vraiment c'est mon souhait, avant d'avoir le fils de El Hadj Doura, j'espère que cette situation va permettre de faire la lumière sur d'autres cas d'enlèvement. Il faudrait qu'il y ait un parallèle entre ce cas d'enlèvement et les autres qui ont eu lieu par le passé. L'espoir est permis. En direct chez les GG, Jacques Léo-Alino, nous avons Colonel Barry. Les grandes gueules. Bonjour mon colonel. Oui, bonjour Jacques, j'espère que tu es content maintenant. Oui, parce que le mot est lâché, mais on ne peut pas être content de toutes les façons d'abord de quelqu'un, mais c'est quand même bien pour la famille de savoir enfin ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Voilà. Maintenant, ce matin, vous êtes sur pied encore pour la reconstitution des faits, sans pour autant vouloir anticiper. Mais est-ce que vous pouvez nous rassurer déjà, avec ces ramifications, on parle de Koba, on parle de Forécaria, que vous avez la possibilité de mettre la main sur tous ceux qui ont été cités par les suspects, qui sont déjà mis aux arrêts, pour certains. Merci déjà, Jacques. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à la famille de El Hadj Doura. Donc, depuis 5 heures du matin, nous sommes sur pied. On a fait la première étape de la reconstitution des faits, celle de venir au domicile de El Hadj Doura avec tous les complices qui étaient là, à la présence des médias bien sûr. Donc nous sommes sur la deuxième étape, le domicile de Symphonia qui a été loué pour 6 mois où on devrait garder El Hadj. Donc on est là, donc on vient de terminer cette étape-là. Donc la troisième étape c'est Kenende. Et à partir de Kenende, nous allons partir encore au lieu où il a été enfoui. Parce qu'on ne parle pas d'enterrement, ça c'est de l'enfouissement. Donc quand on va terminer ces étapes-là, nous allons rendre compte à la justice de cette commission rogatoire qu'elle nous a confiée. Bien. Alors, vous parlez de reconstitution ce matin. On a écouté le cerveau de cet enlèvement qui citait quelques complices. C'est bien de savoir, qu'est-ce va-t-il se passer désormais? Est-ce que ces gens-là seront inquiétés ou pas du tout, colonel Barry? Pardon? On a écouté le cerveau de l'enlèvement tout à l'heure sur nos antennes. Il a cité des noms. Est-ce que ces gens-là seront inquiétés? Les personnes qu'il a citées sont déjà avec nous. D'accord. Seulement, quand il a reçu les $100 000, oui, le groupe n'était pas au courant. Ok. Donc, sachant que le vieux est un diabétique, oui, il a profité de cette occasion-là oui, pour ne pas attirer l'attention du groupe. Oui. Donc, sachant que le vieux est diabétique, il passait tout son temps à lui donner de la boisson sucrée. Incroyable. Oui. Bien, ouais. Allez-y, Jacques. Oui, parce que c'est pour une question de précision. On parle de personnes qui auraient gardé l'argent en fait, la rançon qu'on avait donnée, n'est-ce pas, au cerveau de cet enlèvement. On parle de Koba. Moi, je m'intéresse vraiment à ce cas. Est-ce que vous y êtes allé pour comprendre qui, évidemment, avait perçu cet argent? Il vit dans quel environnement là-bas? Parce que ça peut être un criminel potentiel au milieu des populations. C'est pas un criminel potentiel, c'est un criminel. C'est Ibro qui a reçu un montant, les $50 000, quand ils ont divisé l'argent. Oui. Et Ibro a pris la fuite avec l'argent. Et c'est ce qui a fait peur à El Hadj qui est là avec nous. Oui. Donc pour ne pas attirer l'attention du groupe, comme quoi il a reçu les $100 000, donc il était obligé, puisque les éléments, quand ils se sont rendus compte que le vieux était fatigué, on lui disait toujours, libère le vieux, libère le vieux, libère le vieux. Donc vouloir libérer le vieux, c'est comme si ils ont reçu quelque chose. Donc il était obligé de tuer le vieux à petit feu pour ne pas attirer l'attention des autres. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc le vieux est mort, fatigué, parce qu'il avait on l'a aspergé beaucoup de sucre, étant diabétique. Bien. Alors, colonel, est-ce qu'on peut connaître les circonstances dans lesquelles El Hadj a réussi à partir de la Guinée à se réfugier en Guinée-Bissau? Oui, écoutez, vous savez, le modus operandi, si je détaille ça tout de suite, de toute façon, je vais expliquer, mais je ne rentrerai pas dans les détails. El Hadj n'a pas suivi les grandes routes pour arriver en Guinée-Bissau. El Hadj a pris une moto qui se trouve actuellement au niveau de la gendarmerie de Matam. El Hadj a pris une moto avec un jeune qui l'a transporté à
à Koumbia de justesse, on l'a raté à Koundara de justesse. Donc, quand il a compris qu'on suivait ses traces, il se demandait comment, parce qu'à chaque fois, la gendarmerie le recherchait dans un coin, il se dit, mais comment se fait-il que je viens d'arriver dans ce coin-là et qu'on me dise que la gendarmerie me recherche? Parce que vous savez, comme je l'ai dit hier, ils avaient des ramifications un peu partout. Donc, c'est à partir de là qu'il a préféré traverser la frontière et maintenant, l'argent qu'il avait, il était en train d'investir. Donc, je l'ai dit hier, il faut remercier encore le président de la République et le général Baldé qui se sont investis parce qu'à un moment donné, on l'a réclamé 2 millions de francs CFA pour le libérer à partir de la Guinée-Bissau. Donc, le monsieur qui devait verser l'argent là, le général Baldé a eu l'intuition de l'arrêter à partir de Gawal. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir le téléphone du monsieur. À chaque fois que LH appelait le gars, on disait au gars, réponds comme si de rien n'était. Donc le gars a répondu, il a rassuré LH, et quand on a mis main sur LH, il a dénoncé ceux qui sont à Conakry, et ça nous a permis de retrouver la tombe. Voilà, félicitations à la gendarmerie nationale, allez-y. En tout cas, c'est aussi leur responsabilité, on peut leur tirer chapeau, mais c'est leur responsabilité de garantir la sécurité des citoyens. Jacques Léo Aleno soulignait quelque chose tout à l'heure, colonel, celui de l'axe Forécaria. Et il estimait que les brigands dans ce genre avaient une certaine préférence pour cet axe-là. Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui la gendarmerie sait, est-ce qu'il y a une sorte de terreau fertile, de foyer dormant du banditisme et tous ceux qui commettent ces forfaitures liées aux enlèvements, est-ce qu'ils ont une assise particulière, une base arrière dans Forécaria? Justement, parce qu'il faut connaître le phénomène pour combattre. Je vais vous faire une confidence. Plusieurs personnes nantis ont acheté des parcelles vers Forécaria, Montferreya. Ils viennent, ils construisent des bâtiments et ils remettent ces concessions-là, ils les remettent aux riverains de là-bas. Donc, je vais vous faire une confidence. Pour arriver à Forécaria, il y a 14 contournantes qui échappent au service de sécurité. Il y a les petites ruelles que les gens utilisent pour revenir encore sur la grande route en contournant les services de sécurité. Donc ça les permet, quand ils commettent des bavures à Conakry, de prendre les éléments et partir avec ces éléments-là vers Forécaria, vers Montferreya. C'est comme la drogue. Regardez aujourd'hui comment la drogue est remplie à Conakry. C'est parce que les gens utilisent les contournantes nuitamment. Donc ça, les contournantes là échappent au service de sécurité. Ah, échappe, mais non, seule fois que là, dans ce cas de figure, ça ne vous échappe pas, parce que vous le savez, colonel Barry. Non, maintenant que nous le savons, mais bien. Maintenant que nous le savons, oui. nos hommes sont là. Bien. Antoine Kourouma. Il y a aussi le cas de cet élève gendarme qui a été cité également, ce militaire radié des effectifs de l'armée. Ouais. Vous en dites quoi? Oui, il s'agit de Omar. Omar était tellement qu'il est ancré dans cette situation. Omar était déjà le chef de quartier de la zone. Donc, c'est lui qui a trouvé la case où LH était gardé. Donc, dans cette case-là, on enfermait Samba, qui s'occupait de LH, puisque LH étant diabétique, il ne mangeait que du fognon et du lafidi. Donc, ils ont enfermé Samba, le jeune Samba, avec LH là-dedans. Donc, c'est le petit qui s'occupait de LH. Donc, quand Samba s'est rendu compte que le vieux était fatigué, ils ont persisté avec LH pour lui dire, LH Mamadou, le cerveau, pour lui dire, libère le vieux, il est fatigué. Même si maintenant on ne gagne rien, libère-le pour ne pas qu'il meure dans nos mains. Puisqu'ils avaient déjà reçu 100 000 $ et que le groupe n'était pas au courant, donc il fallait cacher ça. Bien. Raison pour laquelle LH a refusé catégoriquement de libérer le vieux, et c'est en ce moment que le vieux a rendu l'âme. Voilà. Merci beaucoup, colonel Barry, en tout cas, d'avoir répondu à la question ce matin. Merci, Lamine. Galac Radio, Galac Radio, Womasigi, Woma Radio, Galac Radio. Voilà, dans un instant, on va essayer de joindre cette fois-ci le fils d'Elhadj Doura que nous allons appeler Mohamed Mara. On a écouté colonel Barry avec des avis ce matin. Il y a quelque chose que j'aimerais souligner. Les Guinéens abandonnent leurs bonnes habitudes. Notre société se transforme de manière assez profonde. Les grandes gueules. Vous ne pouviez pas quitter un quartier pour un autre
c'est qu'on ne sache exactement qui vous êtes. Vous déménagez dans un quartier, votre premier devoir c'était de vous présenter au chef de secteur et au chef de quartier. Et tous les voisins accouraient pour savoir qui vient d'arriver dans le quartier. Ça, Mais aujourd'hui, vous pouvez arriver dans un quartier, vous pouvez y passer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les gens ne connaissent même pas l'identité de la personne qui vit dans ce bâtiment. Et ça peut expliquer beaucoup de choses aujourd'hui. Comme disent que des villas ont été louées ici du côté de Symphonia et puis je ne sais où, c'est un problème qui se pose. Pourquoi? Par exemple, Mafereña, c'est une nouvelle agglomération aujourd'hui. Beaucoup de gens y construisent, mais ne transfèrent pas, ne déménagent pas là-bas. Donc, c'est normal que les malfrats jettent leur dévolu sur justement tous ces bâtiments vides qui se trouvent de ce côté. Mais le problème, c'est que quelque part, les chefs de secteur aussi ne jouent pas du tout leur rôle, il faut le dire, et les chefs de quartier ne jouent pas leur rôle. Ça, c'est notre débat, Mohamed Mara. On va revenir dans un instant. Nous avons en direct Kerno Boubacar Diallo, le fils du défunt Jacques Léo-Alino. Les grandes gueules. Bonjour Tierno. Bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Bonjour à tous. Même nous commençons par vous présenter toutes nos condoléances parce qu'enfin nous savons que votre papa n'est plus de ce monde. Quel est votre sentiment ce matin, d'abord depuis hier, lorsque vous avez vu le corps de votre papa? Merci encore déjà, je remercie pour les condoléances que vous avez présentées. Comme je vous disais la dernière fois, avant de retrouver le corps de mon père, je n'acceptais pas de condoléances. Mais ce que j'ai fait hier, d'après les explications de kidnappeurs de mon père, on est transporté sur le site. Et effectivement, ils ont dit que c'est là qu'ils avaient enterré mon père. Et on a déterré. J'ai vu le cadavre. Le cadavre n'était pas, c'était pas décomposé. Et moi, tout de suite, là, parce que j'avais des caractéristiques sur lesquelles je pouvais reconnaître automatiquement mon père. Je l'ai vu, je l'ai reconnu, effectivement. J'ai dit, enfin, maintenant, c'est mon père qui est couché là. Donc, encore une fois, le sentiment, c'est quoi? Vous savez, depuis le 5 décembre, c'était quoi l'objectif? Parce que les bandits, comme vous l'avez bien écouté, ils disent quoi? On avait pris la Zoura juste en espérant gagner un peu de sous. Donc, on a fait tout ce qu'on a pu pour le retrouver en vie. Puisqu'ils voulaient des sous, on leur a donné des sous en espérant qu'il allait libérer automatiquement notre père. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'il s'est fait. Et le papa, il est décédé entre les mains. Maintenant, la médecin légiste qui nous dira dans quelles circonstances il est décédé. Est-ce qu'ils l'ont étranglé ou bien maltraité ou bien l'ont fusillé? C'est le médecin qui nous dira. Maintenant, le sentiment, c'est quoi encore? Je suis très content et toute la famille aujourd'hui, on peut faire le deuil de notre père. Comme je le disais la dernière fois, on ne peut pas faire le deuil de quelqu'un qui est porté disparu tant qu'on n'a pas vu son cadavre. Mais aujourd'hui, depuis hier, des amis, des sympathisants, toute la famille, s'est rié vers le domicile du papa et on présente les condoléances. Nos sentiments, à la fois, c'est des tristesses de perdre un parent, quel que soit qui puisse arriver les circonstances de la mort de mon père, on aurait toujours souhaité que mon papa est là. Comme je le disais hier, on avait plein de projets. Mon père, c'est vrai qu'il est âgé, mais on avait toujours plein de projets ensemble. J'aurais tellement aimé que mon père soit là, même si, ou bien qu'il soit mort, mais ce n'est pas dans ces circonstances. Donc, le sentiment, s'il y a un sentiment, c'est ça. Ouais. Kerno, courage et surtout Merci, l'ami. Ouais. Merci. Alors, Kerno, on sait que le moment, il n'est pas bien indiqué. C'est un moment de douleur. Encore toutes nos condoléances, mais ce serait bien que vous puissiez parler à nos millions d'auditeurs parce que ça peut arriver à n'importe qui. La façon dont ces ravisseurs ont poussé la cruauté, la façon dont ils vous ont mis la pression en vous demandant ces montants, ces 100 000 dollars, comment ça s'est passé réellement? En fait, c'est dès le premier jour, et comme je vous rappelle, dès le 5 décembre, là, ils ont kidnappé mon père vers 5 h. À 9 h, ils nous ont contactés pour nous demander, il faudrait payer un rançon. Automatiquement, je me souviens, on était dans le bureau du directeur adjoint de la police à Kalom. Et tout de suite, on s'est transporté au niveau de, l'autorité qui gère tout ce qui est téléphonie mobile. Et les ravisseurs continuaient à me parler. Vous payez 100 000 dollars, on libère votre père. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il y a eu des précédents. Vous allez vous poser 1001 questions. Est-ce que vous faites ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils vont libérer votre père?
Vous comprenez? Ouais. Donc, il y a toutes ces questions qui se posent dans ta tête. Et finalement, après, voilà, notre réflexion, on aime la famille, on a décidé de payer en espérant parce qu'il y a eu des précédents. Ils ont payé, ils ont libéré. Notre papa, il était âgé. Ouais. Âgé, effectivement. Donc, moi, j'ai dit, la meilleure chose, c'est quoi? C'est de payer. Comme on est tous des musulmans, on dit, l'argent que tu cherches, c'est pour sauver ta vie. Même si tu as de l'argent, quelqu'un vient te prendre ta vie pour ton argent, tu peux lui donner l'argent pour que tu sauves ta vie. Donc, nous, on a payé en espérant qu'il allait libérer. Parce qu'il nous avait fait des promesses. Mais moi, je ne pouvais pas accepter ces promesses. Je savais que, est-ce que si je leur paye, est-ce qu'ils vont libérer le papa? Mais voilà, quand tu te confrontes à ces actions, il y a une seconde des fois pour réfléchir. Ouais. Nous, on a fait ce qu'on a pu, et en espérant qu'ils allaient respecter leurs paroles. Ouais. Voilà, notre grande surprise, c'est de nous rappeler encore le lendemain en disant aussi qu'il faudrait encore qu'on paye encore un autre montant. Ouais. Donc, c'est rentré dans des marchandages, et voilà, jusqu'à ce que le papa il est décédé. Et finalement, moi, j'avais exigé, si je vais encore payer un autre rançon, il faudrait que je parle avec mon père. Bien. Malheureusement, il ne pouvait pas me donner mon père parce que voilà, il était déjà débarrassé de mon père. Juste cette question, et avant de vous laisser, est-ce que dans vos échanges, vous avez eu une fois à parler avec le papa directement et qu'est-ce qu'il vous a dit, votre père? Dès le premier jour, et depuis toute la semaine qui a suivi le kidnapping, je parlerai parce que j'exigeais. À chaque fois qu'il m'appelait, j'ai dit passez le téléphone à mon père. Oui. Je parlais avec mon père avait une voix grave. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous disait, votre père? Je demandais est-ce que papa est maltraité? Bon, mon père, il dit, bon, je sais que c'est quelqu'un qui est très modeste, il disait toujours, non, bon, ils ne m'ont pas maltraité et tout. Ouais. Donnez-leur ce qu'ils veulent pour ne pas qu'ils attendent à ma vie. Ouais. Moi, je me souviens, la dernière fois que je parlais avec mon père, oui. Mon père ne savait pas qu'on leur avait payé leur rançon. Ouais. Mon père m'a dit, attends, Tcherno, il faut leur donner ce qu'ils demandent pour me sortir de là. J'ai dit, papa, est-ce qu'ils n'ont pas dit qu'on leur a déjà payé le montant qu'ils ont demandé? Mon papa m'a dit, ah bon? Vous les avez payés et pourtant ils m'ont dit que vous n'avez rien payé. Ouais. En ce moment, j'ai dit, papa, on leur a payé ce qu'ils ont demandé. Je me souviens, mon père m'a dit, je te remercie, Tcherno, que Dieu te bénisse. C'est le mot là, c'est la dernière parole que j'ai eu à parler avec mon père. Ouais. Et j'ai dit en ce moment, passez les adversaires. Quand leur adversaire, celui qui se faisait appeler commandant, il a pris le téléphone, j'ai dit, mais comment tu peux être vraiment méchant à tel point que tu prends l'argent et que tu dis à mon père que nous, on n'a pas encore payé l'argent. Il dit que non, bon, ça n'intéresse pas et tout, il faut encore qu'on paye. Je me souviens, c'est la seule fois où je me suis emporté et je l'ai traité de tous les noms. J'ai dit vraiment, j'ai des animaux sauvages. Ouais. Vous pouvez dire à mon père qu'on a payé et qu'il voulait encore plus. Mais aller jusqu'à dire que nous, on n'a pas payé, j'ai dit vraiment, c'était plus fort que moi. Je les ai traités de tous les noms. Après, ils ont coupé. Pendant au moins 5 jours, ils n'ont pas rappelé. Puis après 5 jours, ils m'ont rappelé. En me demandant encore, j'ai dit, OK, je vous... Ça, c'est après le décès. On vous a demandé encore de l'argent ou pas? Parce que... Oui, ils ont redemandé encore. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Après le 19 décembre. Et là, moi, j'avais exigé de parler à mon père. OK. Donc là, plusieurs jours... Et il ne passait pas à mon père. J'ai dit, bon, là, j'ai commencé à avoir des doutes. J'ai dit, parce que si mon père était vivant, sûrement, il allait me passer mon père. Ouais. Kerno, merci beaucoup et surtout bon courage. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Dans la deuxième partie, mesdames et messieurs, on en parle encore, évidemment, cette histoire. Et puis, on va parler aussi de la journée du paysan guinéen. Nous allons joindre Nabi Youssouf Kiridi Bangoura et puis paysan qui va s'exprimer ce matin chez les GG. Le temps d'une pause et on revient, mesdames et messieurs. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.